Bien, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'on a une conférence en parallèle. Mais je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'étais un peu piégé par le thème. On n'a pas choisi le plus simple. On va essayer de s'en sortir, hein, puisqu'il s'agit de parler de la spiritualité. Alors je vous propose peut-être d'abord, pour qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, je vous propose un petit exercice, si vous voulez bien. Je vous propose de réfléchir pendant une petite minute au sens du mot spiritualité. On va tâcher ensemble d'y répondre ensuite, mais je suis sûr qu'il y a des perles qui peuvent sortir, on ne sait jamais, je suis preneur. Donc, l'idée c'est, en une phrase, est-ce que vous arrivez à donner une petite définition de la spiritualité? On se prend 1 à 2 minutes, tranquille, vous réfléchissez, et puis ceux qui voudront bien partager, partageront. D'accord? Allez, qui veut prendre la parole? On est entre nous, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Alors, moi je dirais que c'est, pour moi, je pense que c'est vraiment effectivement différent pour chacun d'entre nous, pour moi c'est la sève de l'existence. Alors attendez, je note parce que c'est... Si je vous pique les idées, vous ne m'en voudrez pas après. Hein. Vous pouvez y aller, j'ai déjà déposé quelques-uns. La sève de l'existence. Ça conditionne une manière d'être au monde. Pour l'humain, donc anthropique. Oui. Pour moi, qui tient de l'esprit, spiritualité, esprit, et qui est au-delà de l'enveloppe charnelle, qui est supérieure à notre enveloppe charnelle, et en lien avec une énergie supérieure de l'esprit, de l'intouchable. Merci. Ok. Oui. Dans la continuité, je dirais que la spiritualité, c'est le domaine qui s'intéresse à ce qu'est l'esprit et comment le cultiver. Et je définirais l'esprit comme... Attendez. Ah, pardon. Qui s'intéresse à l'esprit et aux façons de le cultiver. Je définirais l'esprit comme ce qui n'est pas matériel. Excellent, merci. Oui, monsieur. Oui, pour compléter, moi je dirais, j'aime le sens de la spiritualité qui est toujours lié à la religion, mais dans le sens de l'étymologie de le mot religion, qui en latin c'est religare, et religare en latin ça veut dire se connecter avec quelque chose, et dans ce sens-là, ça m'intéresse la spiritualité comme le sens de se connecter avec la totalité. L'univers, tout qui existe, s'attacher là, c'est chercher la connexion avec ça. Pardon, madame? Moi, je me permettrais juste une question. Enfin, selon moi, la spiritualité, c'est d'abord laïque. Pour moi, c'est d'abord laïque, mais c'est effectivement une connexion avec l'univers. La sève de la vie, c'est une belle façon de dire les choses. Connexion avec l'univers. Ouais. Et moi aussi, j'ai mis connexion à plus grand que soi, à un grand tout, un sens d'appartenance à ce grand tout, mais avec une notion quand même de processus de mise en pratique. Et donc sans séparation avec la matière, bien au contraire. Avec vraiment une... C'est le mot qui me vient, une pénétration dans la matière. Merci. Une petite dernière? Si je peux ajouter, oui. Parce que je rejoins le côté de connexion, de reliance à l'univers, mais j'ajouterais le côté, c'est quelque chose qui se ressent plus qui s'intellectualise pour moi.
En tout cas, il doit y avoir une partie ressentie. Qui se ressent plus que s'intellectualise. Enfin, les deux sont importants, surtout le ressenti. D'accord. Ok, bon, ben on a fini, je peux partir. Non mais excellent, vous êtes d'accord, il y a de très belles choses qui sont dites. Et puis en fait, ouais, il y a quasiment l'essentiel. Hein. Ça me pose un problème encore une fois. J'en avais un, j'en ai un autre. Non, je vous remercie parce que, vous savez, un des problèmes dont on souffre, dont notre société souffre, c'est le flou. C'est-à-dire la grande difficulté qu'on a à définir les concepts, à les préciser. Et puis le flou, quand on ne définit pas clairement les concepts, ben, ça provoque tous les problèmes que nous connaissons. Malentendus, conflits. Si on sait de quoi on parle, ou en tout cas, si on se met d'accord sur un certain nombre de définitions, on va pouvoir échanger, on va pouvoir faire ce que Platon appelait du dialogos, dia, deux logos, deux intelligences qui ensemble vont pouvoir faire croître et avancer dans la connaissance. Mais si c'est pas clair, et Dieu sait si ce terme spiritualité n'est pas clair, ou alors il a une multitude de variations de définitions, alors il n'y a pas de problème qu'on ait une multitude de définitions, mais il faut qu'on se mette d'accord sur lesquelles on va choisir pour pouvoir débattre et avancer. Nous avons eu la chance d'organiser il y a quelques mois, pendant le Covid, un cycle sur spiritualité et engagement qu'on avait organisé en visioconférence avec l'atelier de transition intérieure, Michel Maxime-Heger, et on avait invité Éric Vincent, philosophe français, philosophe des religions. On avait invité Avinto, bouddhiste, personnalité s'il en est. Et nous avions invité également Bertrand Vergely, qu'il faut lire absolument, à bonne dose. C'est un philosophe spiritualiste français qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui continue d'écrire beaucoup d'ouvrages et qui est vraiment d'une grande pertinence. L'idée, c'était d'essayer de réunir ces trois personnes pour... on avait aussi invité Vandana Shiva, mais pour des questions de planification de ses voyages, ça n'avait pas fonctionné, donc on l'aura peut-être plus tard, mais bon, elle n'était pas là. L'idée, c'était d'essayer déjà de comprendre un peu ce que signifie la spiritualité et voir en quoi cette spiritualité peut être un outil pour la vie sociale, pour l'engagement sociétal, pour l'engagement au niveau de la communauté humaine. Et on a fait des bilans de ces conférences et je vais utiliser quelques-unes de ces extraits. Tant qu'à faire, profitons. Quand on a des personnes qui pensent bien, tant qu'à faire, utilisons-le. Bertrand Vergely a aussi participé à ce petit bouquin que j'ai humblement organisé. Je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai fait juste la préface. Et puis j'ai proposé à 8-9 philosophes de nous parler du thème de la philosophie comme art de vivre. Et parmi ces philosophes, il y a Bertrand Vergely, mais il y a également Michel Maxime-Heger, il y a Maëlle Guarzin, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a Jacqueline Kellen, que vous connaissez peut-être parce qu'elle vient de temps en temps en Suisse, c'est une personnalité aussi extraordinaire, Xavier Pavie, Fernand Schwartz, Laura Winkler, bref. Petit bouquin sympa parce que sur le plan de la spiritualité, il y a quelques bonnes idées, notamment dans la mise en pratique de la spiritualité. Il y a en particulier un article de Laurence Boucher, je ne sais pas si vous la connaissez, Laurence Boucher est une Française aussi,
c'est français, incontournable. Elle a inventé le bus philo. Elle part avec son bus, elle va dans les quartiers chauds, à Paris, à Marseille, et puis elle rencontre un petit groupe d'ados là, qui sont en train de faire du skate, et puis elle leur dit venez philosopher avec moi. Elle va dans les prisons, elle va dans les écoles, et c'est une espèce de Socrate des temps modernes. Elle dialogue, elle discute, elle pose des questions, et puis elle fait surgir des réflexions, et c'est un travail absolument incroyable. C'est une de ces philosophes de rue, et c'est génial parce que ça permet de faire descendre la philosophie dans la vie quotidienne, et puis dans la vie quotidienne de tout le monde, les ados, les enfants. Elle fait beaucoup d'activités pour les petits-enfants dans les écoles, mais également, comme je vous l'ai dit, dans les prisons, pour dialoguer avec les gens qui ont forcément quelque chose à dire. Donc voilà, je vous conseille. Et puis on a sorti un hors-série sur quelle spiritualité pour réenchanter le monde. C'est une revue que vous trouverez à l'accueil, avec aussi d'excellents articles. Bref, d'aussi quelques personnalités du domaine des sciences, de la philosophie, des arts, etc. Alors, comme déjà il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, je vais raccourcir mon introduction, puisque ça a déjà été dit, et je vous en remercie. A priori, on est tous plus ou moins d'accord, je pense, sur l'idée que la spiritualité ne fait pas forcément bon ménage avec les stratégies de la société de consommation. On pourrait même aller plus loin en disant que c'est peut-être même un frein au progrès consumériste, au développement matérialiste, raison pour laquelle la spiritualité n'a pas forcément une bonne presse, elle n'est pas forcément applaudie des deux mains. Je parlais de la France tout à l'heure, ils sont un peu arc-boutés là-dessus. D'ailleurs, Éric Vincent, dans sa conférence, nous disait en France, on a un problème de spiritualophobie. J'avais bien aimé l'expression. C'est vrai que cette pensée matérialiste, on ne va pas forcément la critiquer, puisqu'elle existe, et elle existe certainement pour de bonnes raisons. En tant que philosophe, on peut imaginer que si les choses se passent, comme disaient les stoïciens, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison qu'elles se passent. Donc on pourrait évidemment analyser le phénomène et se dire que oui, peut-être faut-il aller au bout du matérialisme pour l'expérimenter complètement et voir si on en tire les bénéfices souhaités ou si il faut qu'on le complète avec d'autres choses. Vous le savez, je ne vais pas vous faire un dessin, cette pensée matérialiste a produit l'avidité, l'égoïsme, l'individualisme, l'orgueil, et tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Quelque part, le tableau n'est pas vraiment en l'honneur de la pensée matérialiste. Elle fait un peu le bilan de son échec et parfois ça la rend un peu nerveuse d'ailleurs. Mais bon, il faut faire avec. Je disais qu'il fallait que nous nous mettions d'accord sur le sens des mots. La spiritualité, vous l'avez dit, c'est à minima l'exercice de l'esprit. À minima, c'est l'exercice de l'esprit, c'est-à-dire une mobilisation de l'esprit, on verra après ce qu'est l'esprit, une mobilisation de l'esprit, mais pas seulement, comme certains l'ont dit, c'est pas seulement une mobilisation de l'esprit pour penser juste, mais c'est aussi une mobilisation de l'esprit pour pouvoir agir juste. Donc il y a un lien absolument étroit, et là je réponds déjà à la question, puisque la place de la spiritualité dans l'engagement citoyen,
quelque part, la spiritualité est déjà un acte politique, dans la mesure où il s'agit de convoquer l'esprit. Quand je dis convoquer l'esprit, je suis en train de dire, excusez-moi, en train de convoquer les esprits, non. Convoquer l'esprit, je veux dire par là faire appel à notre intelligence. Et le terme intelligence est important parce qu'il ne faudra pas le confondre avec l'intellect, qui est autre chose. Mais là aussi, on pourra un petit peu affiner. Ce qui fait que, je prends une phrase d'un philosophe oriental, Sri Ram, qui disait « Le degré de spiritualité d'une personne se mesure à ce qu'il est et à ce qu'il fait. » Entendons par ce qu'il est, c'est-à-dire quel est son niveau de conscience, ce qu'il est, et ce qu'il fait, c'est-à-dire quand on le voit agir au quotidien dans tous les domaines, privé, public, on voit la personne agir et on va immédiatement se rendre compte si ou pas elle a une vie intérieure, une vie spirituelle. Je suis désolé, mais ça fonctionne comme ça apparemment. Ça se voit. La dimension spirituelle intérieure déborde sur l'extérieur. Et forcément, ça donne une forme de charisme, une forme d'expression des vertus. On verra tout à l'heure qu'en effet, le mot esprit a toujours été associé à certains attributs. Et ces attributs sont, en Grèce par exemple, les fameux archétypes platoniciens que sont le bon, le beau, le vrai, le juste. Ce sont des attributs. En Orient, on va traduire par la conscience, l'existence, le bonheur, qui sont des attributs de l'esprit, mais ces attributs doivent se voir dans la réalité. C'est-à-dire quelqu'un qui est heureux, il n'a pas une tête de 6 pieds de long, il le montre, et il est contagieux. De la même manière, pour les autres vertus, que ce soit le courage, que ce soit l'abnégation, que ce soit le respect, ça émane de la personne et ça contamine. Donc il y a déjà une implication, je dirais, politique, puisque d'une certaine manière, cette personne devient un petit peu un modèle pour d'autres. On reviendra là-dessus. Je vous cite un extrait de Bertrand Vergely sur le sujet qui dit « La spiritualité, c'est la découverte d'une seconde vie à côté de la vie quotidienne, ces moments où le temps s'arrête, où il est suspendu parce que l'on a passé de l'autre côté du miroir, que l'on va au-delà des apparences et que l'on découvre le caractère éblouissant, fulgurant de l'existence. » En même temps, il est poète. C'est vrai qu'on verra que la poésie n'est pas étrangère à la spiritualité. L'humour non plus d'ailleurs, pour être spirituel. Il dit aussi, la spiritualité, c'est voir les choses comme elles sont et non pas comme nous aimerions ou nous voudrions qu'elles soient. Voir les choses telles qu'elles sont. Il y a de la lucidité, c'est-à-dire une capacité de ne pas se voiler la face, de ne pas jouer l'autruche, d'assumer la réalité et de vivre avec elle. Sans critique, sans espoir démesuré, c'est simplement vivre le moment présent tel qu'il est et voir les choses telles qu'elles sont et éviter de se raconter des histoires. Parce que, vous le comprenez, quand on se raconte des histoires, on sort de la réalité et forcément, on rentre en conflit avec cette réalité. Et c'est source de beaucoup de souffrance. J'ai trouvé une belle phrase aussi de Frédéric Lenoir. Je pense que tout le monde connaît Frédéric Lenoir. Cette phrase dit la chose suivante. Vous l'avez dit quelque part ? La spiritualité dépasse le clivage entre croyants et athées.
Elle englobe tout ce qui améliore l'être humain. La bonté, la générosité, la capacité de se connaître, le désir de grandir, d'être vrai, d'être juste. D'ailleurs, quand on a posé la question au Dalai Lama, pour vous, c'est quoi la meilleure spiritualité? Il a répondu, la meilleure spiritualité, c'est celle qui vous améliore. Frédéric Lenoir rajoute, la vie spirituelle consiste à mettre à distance ses émotions, à oxygéner son esprit, à agrandir son espace intérieur. Joli. Après, la question se pose, on fait comment? C'est un peu la raison pour laquelle nous avons opté pour créer des écoles de philosophie. Parce que tout seul dans son coin, avec un bouquin, ça va, mais c'est pas si facile. Quand on fait ça dans un cadre d'une école, c'est un peu comme quand on veut devenir pianiste. C'est mieux d'aller dans une école de piano. Ou menuisier, aller dans une école de menuiserie pour pouvoir optimiser l'apprentissage. Alors, vous avez évidemment dit que la spiritualité avait quelque chose à faire avec l'esprit. C'est vrai que une habitude qu'il est bon de prendre, c'est toujours quand on a un mot, tout de suite, avant tout, de se poser la question de son étymologie. Parce que souvent, les mots portent en eux-mêmes leur signification. Et donc, effectivement, dans spiritualité, il y a l'esprit. Utilisation du pouvoir de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit? On pourrait relancer la question. Il y a eu quelques idées, j'en ai trouvé d'autres. L'être immatériel, le siège de la pensée et des idées, le moi, la pensée, la puissance sacrée ou supérieure, d'origine divine ou surnaturelle. J'ai trouvé une jolie définition par Damien Leguay, maître de conférence à HEC de Paris, qui nous dit la chose suivante. L'esprit est comme une force vitale qui n'est pas réductible à son support biologique, le cerveau. Alors ça pose un certain nombre de problèmes à certains, hein, on est d'accord? Il y a ceux qui pensent que c'est le cerveau qui produit l'esprit, et il y a d'autres qui pensent que c'est l'esprit qui utilise le cerveau pour s'exprimer à travers lui. De plus en plus, l'idée que la conscience n'est pas le produit de rencontres fortuites d'atomes, mais que c'est plutôt une réalité métaphysique, méta, hein, au-dessus, subjective, qui utilise comme support d'expression le matériel dont on dispose pour pouvoir l'utiliser et l'instrumentaliser dans nos vies quotidiennes, c'est pas forcément une évidence. Mais vous me permettrez, en tant que philosophe humaniste et spiritualiste, de me référer plutôt aux philosophies d'Orient et d'Occident et de partir de définitions qu'on va trouver dans ce patrimoine des grandes cultures spirituelles du monde, que ce soit d'Orient ou d'Occident. On trouve en Chine, on trouve au Tibet, on trouve en Inde, on trouve en Afrique noire, on trouve chez Ibn Arabi, comme chez Confucius ou chez les Indiens Sioux d'Amérique du Nord, on trouve des enseignements incroyables, mais surtout incroyables
de convergence entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas des choses différentes, ça se rejoint. Il y aurait une sorte de philosophie de la nature, quelque part, qui fait que quand l'homme ou la femme entre à l'intérieur de lui-même en relation avec cet être, avec cet esprit, on est tous d'accord. Il semblerait. On verra un petit peu les raisons de cette unanimité des grandes philosophies d'Orient et d'Occident. Il dit, toujours le même Damien, est spirituel ce qui manifeste l'esprit dans la matière. Est spirituel ce qui manifeste l'esprit dans la matière. Alors forcément, ça nous amène à l'idée selon laquelle l'esprit est une substance immatérielle. En tout cas, pour les philosophies d'Orient et d'Occident et pour ces philosophes, comme c'était le cas aussi à la Renaissance, l'esprit est une réalité, si vous me permettez le terme, ontologique. Ça va? Ontologique, c'est-à-dire une réalité qui était là au début, qui est fondatrice de la réalité. D'ailleurs, Bertrand Vergely très souvent nous dit qu'il faudrait revenir à une étude de la nature et de la nature ontologique de l'homme. Je crois qu'il y a un texte que je pourrais vous retrouver tout à l'heure. Je verrai. Un petit détour par le bouddhisme qui nous dise l'esprit est une énergie anti-intellectualiste. Vous l'avez dit tout à l'heure. Hein? Une énergie anti-intellectualiste, un contenant extensible que l'homme peut agrandir afin que la pensée ne reste pas piégée dans les limites des sensations. C'est tout le problème que nous propose le bouddhisme, de sortir de la cage des sensations, des illusions. Ça nous rappelle aussi une fameuse caverne de Platon, non? Sortir de la caverne, parce que dans la caverne, on ne voit que les ombres d'une réalité qui est derrière, et on prend ces ombres pour la réalité. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de la caverne, pour voir les choses telles qu'elles sont, comme disait tout à l'heure Damien. Je cite encore Bertrand Vergely, qui dit « Si je veux saisir l'esprit avec mon intellect prédateur, je ne pourrai jamais le comprendre. Ou ce que j'appellerai l'esprit sera seulement une réaction entre atomes ou bien un effet chimique des molécules dans mon cerveau. » Ça rejoint, apparemment, Vergely est adepte de l'idée selon laquelle la conscience n'est pas un produit biologique ou un sous-produit biologique. Ça fait plaisir. Alors, si vous me permettez, pour aller un petit peu plus loin, toujours en me référant à une étude comparative des grands courants de pensée d'Orient et d'Occident, parce que nous aimons bien des concepts qui ne sont pas isolés, mais qui sont relativement universels et atemporels. C'est un défaut qu'on a. Hein. Si quelqu'un arrive avec une nouvelle solution, on l'écoutera avec bienveillance, mais on restera quand même un peu méfiant. Hein. On préfère vérifier que sa nouveauté s'inscrit dans une logique universelle et atemporelle. On a souvent cette question, qui sommes-nous?
Mais il y a une autre question qui me semble aussi tout à fait importante, qui est que sommes-nous? Alors, c'est clair que je vais essayer quand même d'être assez court pour ne pas vous ennuyer trop longtemps. Hein. Selon les Grecs, les proto-grecs, mycéniens, mais aussi les Aristote, Platon et autres écoles de philosophie grecque, et romaine plus tard avec les stoïciens, mais de la même manière, on va retrouver ces notions avec l'école éclectique d'Alexandrie, avec Plotin par exemple, qui est un néo-platonicien. On va retrouver aussi ces notions au Tibet, en Inde, en Chine, ce qui semble, et puis même chez nous d'une certaine manière, au niveau quasi scientifique, ce qui semble nous définir quand on dit que sommes-nous, alors on est trois choses à la fois. Nous sommes un corps physique, mais évidemment nous ne sommes pas que ça. Ce corps physique, que les Grecs appelaient soma, ce que vous savez, je pense, mais c'est important d'en prendre vraiment conscience, c'est que le corps que nous avons, c'est un emprunt momentané au corps de la Terre, non? Nous sommes ce que nous avons mangé les mois précédents, ce que nous avons bu, ce que nous avons respiré. Notre corps est fait d'une matière qu'on a empruntée. Et à la fin, je pense que quand on va mourir, ben, tout ça, ça repartira. En plus de ça, toutes nos cellules n'ont pas une durée de vie éternelle, elles meurent, elles se reproduisent, donc on n'a jamais le même corps en réalité. Donc l'identité profonde du corps, quand je dis moi je suis ce que je vois dans la glace, il faut relativiser. Parce que c'est un paquet de matière, à ce niveau-là c'est un paquet de matière. Ça ne vaut pas plus que des carottes, des petits pois. Non, sans être méchant, c'est pour ça que pour la plupart des philosophies d'Orient-Occident, le corps physique n'est pas si important. Ce n'est pas lui qui conditionne l'identité et la personnalité, la force de l'individualité. Alors, d'une certaine manière, les anciens vont nous dire nous sommes, notre corps, nous sommes une petite partie du corps de l'univers. Un petit morceau du corps universel. Ça va, c'est pas une nouveauté, non? Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent, quand on se regarde dans la glace, en se rasant ou en se maquillant pour les filles, on n'a pas souvent cette capacité de prendre conscience que ça, c'est pas aussi important. C'est pas ça qui est déterminant. Les liftings, ça change rien. Hein, Ils disent qu'on n'a pas seulement un corps, parce que là j'ai parlé de la matière, mais si on n'avait que la matière, nous serions effectivement un tas de matière. Et ce n'est pas le cas, parce que nous sommes vivants. Mais ce qui donne la vie, ce n'est pas la matière. Ce qui donne la vie, c'est autre chose. C'est ce que les Grecs appelaient psyché. Et c'est ce que on appelle l'âme. Parce que quand on pose la question, quelle différence faites-vous entre l'âme et l'esprit? Ça devient compliqué. Beaucoup de gens associent les deux. L'âme, l'esprit, même combat. Non, non, non. L'âme, c'est par définition anima, ce qui anime.
étymologiquement, ça veut dire la même chose. Spiritus, c'est souffle de vie, anima, c'est souffle de vie. Oui, mais on a, on a la notion d'animation. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, Ouais. l'Église, on a fait aussi encore quelque chose de très particulier. Tout à fait. On va essayer d'être... Mais c'est intéressant que c'est quand même la même étymologie de départ. Hein. On va voir pourquoi aussi. Les Grecs et les Latins. On va voir aussi pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que pour les Grecs comme pour les Latins, cette partie-là, c'est cette partie qui nous anime. Mais de la même manière que notre corps est un morceau du corps de l'univers, notre psyché est une partie de la psyché du monde. Parce qu'il y a... Le monde a un corps, on le voit. Mais le corps, le monde a une âme. Pour ça, Plotin, qui a écrit sur l'âme du monde, et surtout sur les rapports de l'âme du monde à l'âme individuelle. Quel est le rapport entre nos âmes individuelles et l'âme du monde? Plotin n'était pas n'importe qui, hein, c'est un des pères de l'Église, 3e siècle, début du 3e siècle, un de ces personnages incroyables. Pour faire court, la fonction de la psyché ou de l'âme du monde, c'est de donner vie à la matière physique, mais pas seulement de lui donner vie au sens le plus banal du terme, mais c'est aussi de permettre sa cohésion, de permettre les échanges, de permettre comment dirais-je, oui, l'organisation vitale de tout ça. Dans cette psyché, on va trouver tout le monde émotionnel, depuis la sensation jusqu'au, je dirais pas les sentiments, mais presque, hein, les émotions les plus subtiles, parce que tout ce monde psychique sert à rendre vivant et à permettre les échanges et la reproduction de tout ce monde. Parce qu'il faut bien que le monde vive. Il faut bien que le monde vive et évolue. Parce qu'apparemment, il y a dans la nature, ça c'est la science qui a découvert, hein, quand on a posé la question aux scientifiques, que s'est-il passé depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, essentiellement. Vous avez une idée? Deux choses. Complexification. Complexification, c'est-à-dire les choses étaient simples, elles sont devenues plus compliquées. Et psychicité. On pourrait dire conscience. C'est-à-dire que chez la pierre, la conscience, elle est... La conscience est minérale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de conscience, mais elle a une conscience à son niveau minéral. Parce que vous savez que les pierres évoluent aussi. Hein. Le charbon ou le diamant n'a pas toujours été du diamant. Le pétrole n'a pas toujours été du... Les choses bougent, évoluent. Ça prend un peu de temps, le milliard d'années pour le diamant, mais... Je disais ça pourquoi? Psychification et... Parce qu'il est important que cette... Oui, je disais complexité et complexification et conscience. Chez la pierre, mais on voit que chez le végétal, cette conscience, elle est un peu plus éveillée que chez le minéral, parce que quand même, le tournesol tourne. Il y a une conscience, mais végétale. Chez l'animal, cette conscience est encore plus développée. Chez l'homme, on se pose la question, mais bon, on va partir du principe que c'est plus. Rien ne nous interdit de penser que ça va continuer, que ce sera encore plus complexe et que la conscience va encore plus se développer. Il est fort possible, c'est pas parce que nous sommes aujourd'hui, nous ici, que tout va changer, tout va s'arrêter. Non. La vie qu'on va continuer à se complexifier et nous allons continuer à épanouir notre conscience. Ça a l'air de rien, mais c'est un beau programme. Il faut s'en occuper. Parce que si à la fin de la vie on se dit ah, j'ai oublié de m'en occuper, bien.
Donc d'une certaine manière, notre psyché est incluse dans la psyché du monde, dans l'âme du monde. Mais en plus, ce que les Grecs appellent nous, nous aurions un esprit. Nous serions esprit. Nous sommes un corps, nous sommes une psyché, et nous sommes esprit. Et là aussi, ce qui est intéressant, ce qu'ils nous disent ces braves gens, c'est que notre esprit individuel est une parcelle de l'esprit du monde. De la même manière que notre corps physique est une parcelle du corps du monde. C'est intéressant, non? C'est optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que apparemment, c'est un secret pour personne, la nature est intelligente. On peut le constater à tous les niveaux, le degré d'intelligence de la nature est juste phénoménal. Nous, avec notre intellect, avec nos outils, avec nos microscopes, on n'arrive pas au bout de la compréhension de la extraordinaire complexité et intelligence de cette nature. On est loin d'avoir tout compris. Donc pour les anciens et pour beaucoup de modernes, l'univers, si vous voulez, la nature, possède une intelligence. Cette intelligence serait l'esprit du monde. Pour certains, c'est Dieu. Pour d'autres, ça peut être juste une intelligence cosmique. Pour les philosophies, parce que j'aime bien les religions, mais je trouve intéressant parce que les philosophies nous permettent de ne pas se bagarrer les uns contre les autres. C'est l'avantage de la philosophie, c'est que on essaie de comprendre, et si tout le monde essaie de comprendre, on va arriver aux mêmes solutions. Pour les philosophies, cet esprit universel peut être considéré comme soit Dieu, effectivement, soit la manifestation, l'émanation, au sens de Plotin, l'émanation d'une unité primordiale, absolue, qui est au-delà de tout ça. Et pour la plupart, quasiment toutes ces philosophies, cet esprit contient trois principes fondamentaux. On a parlé de l'intelligence, qui se manifeste, effectivement. On voit que la nature est intelligente. L'amour, parce qu'on voit que les choses dans la nature, elles s'aiment. Hein, si je fais tomber mon stylo, il va retrouver la terre parce qu'il est tellement copain avec elle qu'il va aller la retrouver. Il y a ce que les orientaux appellent jiva prana. C'est une énergie qui cohésionne tout et qui fait que tout est organique, tout est vivant. C'est une gravitation métaphysique. Absolument, tout à fait. Effectivement, on peut dire, et là ça vient plutôt ici après, la justice. Vous avez vu aussi que la nature, elle est juste. Elle est amoureuse, elle est intelligente et elle est juste. C'est-à-dire que tout dans la nature est loi. Rien n'échappe à une loi. Tout est loi. Et ces lois permettent à la nature d'avoir un équilibre et une harmonie dans la diversité et en même temps que tout ça évolue, tout ça change. Intelligence, amour et loi sont les trois grands principes que les philosophies anciennes associaient à l'esprit universel. L'homme moderne a tendance à avoir plutôt cette configuration-là. Vous voyez tous? C'est-à-dire qu'on a notre corps et notre psyché qui font bon ménage,
Avec ça, on peut manger, dormir, se reproduire, faire plein de choses, acheter des maisons. On peut tout faire, on peut vivre sans aucun problème. Un peu comme les animaux, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contact avec l'esprit. Alors, on pense, mais on pense indépendamment de comment on vit. Ça, c'est ce que j'appelle les intellectuels. C'est-à-dire des gens qui pensent très bien, mais vous les voyez vivre au quotidien, ils sont les mêmes que les autres. Il y a des gens qui écrivent des bouquins géniaux, mais si vous les fréquentez dans la vie privée, vous dites, mais ça sert à quoi? Ils ont les mêmes travers. Vous savez qu'il y a des gens même qui sont très religieux, hein, qui sont des monseigneurs machin, qui font des sermons géniaux dans les églises, et puis il y en a certains qui ont des vies personnelles douteuses. Heureusement, c'est une minorité, pas sur cette planète, hein, sur une autre dans le système solaire. Cette configuration, vous avez compris, hein? Il y a donc la possibilité de passer à ça, c'est-à-dire de faire le lien. Je ne sais plus qui disait, si on est dans cette configuration-là, on a un comportement, excusez-moi, hein, sans être méchant, un peu animal. Quoi. Parce qu'on ne fait pas référence à l'esprit, donc aux valeurs, mais on est obnubilé par la survie. Quand on fait le lien avec l'esprit, il se passe quelque chose de magique. C'est cette idée que, je ne sais plus quel philosophe disait, les chiens ne regardent pas les étoiles incomestibles. Nous, quand on regarde les étoiles, on tombe à la renverse. On se dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça tourne? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Ces questions-là, elles se posent parce qu'on a fait ce lien-là. Alors on devient philosophe. On se questionne sur les choses, on se questionne sur la vie, on se questionne sur les gens, on se questionne sur les événements, on se questionne sur l'histoire. On essaye d'aller au fond des choses pour comprendre le sens de ce qu'il y a derrière. Et là, je vais vous dire un gros mot. Ça, c'est ce que l'on appelle la philosophie ésotérique. C'est un gros mot, non? Mais je vais quand même expliquer. Le mot ésotérisme vient de éso, qui veut dire dedans, par rapport à exo, qui veut dire dehors. L'ésotérisme, c'est l'étude de ce qui est dedans. L'exotérisme, c'est l'étude de ce qui est apparent, ce qui est dehors, ce qui est visible. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de voir les apparences. Mais on est beaucoup plus intéressé par ce qui est derrière les apparences, c'est-à-dire ce qui est dedans. Vous êtes très beau, physiquement, votre apparence, elle est géniale, mais ce qui m'intéresse plus que votre apparence, c'est ce qu'il y a dedans. C'est qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous avez comme conviction, qu'est-ce que vous avez comme destin. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a dedans. Ésotérisme. Pour ça, le mot est un peu galvaudé, il était associé à l'occultisme, aux choses bizarres. Non, c'est simplement une philosophie qui, comme disait Avinto, vous connaissez Avinto, dans sa conférence, il disait que lui, ce qu'il avait particulièrement marqué, et ce qui avait été vraiment un élément déterminant pour sa vie sociale et sa mise au service d'autrui, c'est les enseignements de Rudolf Steiner. C'est-à-dire des enseignements ésotériques. Pour lui, la connaissance ésotérique est un outil essentiel pour comprendre le fond des choses qu'il y a derrière les apparences. Mais bref, c'est une parenthèse publicitaire. On pourrait aller plus loin. Après le philosophe, qu'est-ce qu'on a? Parce que le philosophe, il se pose des questions, et puis il a du mal à vivre. Hein. Vous savez, c'est facile de savoir, c'est difficile de pouvoir. Hein.
On pourrait faire ça. C'est-à-dire que entre le premier et le dernier, il y a un point commun. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, je pense, j'agis. Je ne me pose plus de questions. Ce que je pense, je mets en pratique immédiatement. Je vis tel que je pense. Je vis mes convictions. Je suis moi-même. Le nec plus ultra, si vous me permettez, ce serait d'arriver là. Mais ça, c'est le symbole de quoi? Vous le connaissez, ce symbole? C'est le symbole de la divinité. L'essentiel étant, vous l'avez compris, d'aligner sa tête, son cœur et ses mains. C'est-à-dire qu'on puisse penser une chose, ressentir la même chose et vivre la même chose, qu'il y ait un alignement. Et que cet alignement vienne d'en haut, c'est-à-dire qu'il soit alimenté par l'intelligence, l'amour et la justice. Et tant d'autres vertus ou attributs du monde spirituel. On a parlé de générosité, de respect, etc., etc. Ça va le schéma? Je ne vous ai pas trop bousculé. Vous êtes des êtres cosmiques, finalement, parce que on a le corps de la Terre, l'âme du monde. Oui. Alors j'ai juste une question. Il y a un terme qui revient souvent, que vous avez utilisé, mais qui ne se retrouve pas dans le schéma, c'est conscience. Oui. Ouais. Alors, c'est quoi la conscience? Mais c'est la capacité de savoir où on est. Capacité de savoir où on est. D'une certaine manière, oui. On pourrait définir la conscience comme la possession de soi-même. La possession de soi-même. Le mot conscience vient de cum scire, c'est-à-dire je vis avec ce que je sais. Par exemple, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim quelque part. Je vis avec, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi, me lever le matin sans rien faire. Je suis obligé de me mettre en route pour faire quelque chose d'utile. Peut-être pas régler tous les problèmes de l'humanité, mais me mettre en mouvement. Alors, on va y venir. Une parenté étymologique avec connaissance, d'ailleurs. Pardon? Une parenté étymologique avec connaissance. Oui, tout à fait. Oui, oui. Connaissance. Naître avec. Oui, ne serait savoir avec. Ouais. Comme Gnostique, enfin. Ouais. Alors, j'avance parce que quelle heure est-il là? Mais excusez-moi, à 5. 9h? Bon, alors je vais faire vite. Le problème de la conscience. La conscience, vous pouvez l'imaginer comme une espèce d'ascenseur à travers ces trois plans. Je vous donne un exemple. Je me lève le matin. Première des choses, je m'étends, j'ai ma conscience dans le corps physique. J'ai une douleur, parce qu'il me faut 10 minutes pour me redresser, j'ai la conscience dans le corps physique. À ce moment-là, qu'il y ait des gens qui meurent de faim au bout de la planète, ça m'échappe totalement. Là, ma conscience, elle est là. Je me suis étiré, et tout d'un coup, je suis omnubilé par une nouvelle chose, c'est le petit-déj. La conscience, elle monte là. Et je me dis, ah, le petit café, les tartines. Et là encore, ce qui se passe, mais même ce qui se passe à mon bureau, ma femme, mes enfants, ils sont loin, ils sont sortis de ma bulle de conscience. Je descends dans... Alors, j'ai pris mon petit-déj, je suis super content. Je descends dans la rue, petits oiseaux qui chantent, c'est le printemps, je suis content. Hop, ça monte au niveau affectif, ça monte par là. Là, on était physique, énergétique entre les deux. Maintenant, émotionnel.
Il fait beau, je suis content. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui manque de m'écraser. Ah! Je saute sur le gaillard, je lui mets mon poing dans la figure. Ma conscience, elle est là. Encore une fois, le reste du monde, les grands idéaux, à ce moment-là, ça n'existe pas. Je me calme, je continue, je vais au bord du lac, je vois les petits oiseaux. Ah, quand même, le monde est beau, c'est génial, je suis vivant. Je fais une petite montée là-haut. Ça ne dure pas longtemps, parce qu'après, j'ai le téléphone qui sonne, c'est le patron. Bon, ça redescend. L'angoisse. Où est ma conscience? Où est ma conscience? Elle est partout, mais à des moments différents. Et ça, c'est le problème. C'est le problème, parce que vous ne pouvez pas, selon la philosophie, qui est amour de la sagesse, vous ne pouvez pas laisser votre conscience se balader n'importe où, parce qu'en se baladant, elle vous balade. Alors, oui, c'est facile à dire. C'est pour ça qu'il y a, dans les écoles de philosophie, une éducation, une formation du caractère. Il faut apprendre à se contrôler, il faut apprendre à travailler cette position de la conscience. Parce que idéalement, je dis bien, idéalement, quand la conscience est par ici, il faudrait la verrouiller, il faudrait qu'elle s'arrête. Il faudrait que je puisse prendre mon petit déjeuner en gardant la conscience que je suis une âme immortelle, que je vais mourir, qu'il y a des tas de gens dans le monde qui crèvent de faim. Je vais bosser, je ne devrais pas perdre la conscience que ce que je fais doit être utile aussi aux autres, et pas qu'à moi. Le gros problème, c'est cette incapacité que nous avons à être maîtres de nous-mêmes, à être notre propre maître, à nous obéir à nous-mêmes. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pour ça que la philosophie, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit enseignée dès les premiers âges, pour que l'enfant comprenne très tôt qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a une réalité. Et si on veut que cette réalité reste équilibrée, harmonieuse, il faut faire sa part. Donc, je vais conclure. Je vais conclure peut-être avec alors, je reprends Vergely qui dit « On change la société si on change les êtres humains. » Forcément, puisque la société est faite d'êtres humains. Mais il continue en disant « Et on change les êtres humains en les faisant penser. » C'est pour ça qu'il fait la différence entre l'intellect qui est ici. C'est une partie du mental qui est baignée dans le monde des émotions. Ce qui veut dire que je ne pense pas ce qui est juste, je pense selon mon humeur. J'ai mal dormi cette nuit, j'engueule tout le monde. C'est-à-dire, je vois le monde noir, mais il n'est pas noir. C'est mon humeur qui est noire et qui va teinter mon mental et qui va induire des pensées négatives, etc., etc. Alors on pourrait dessiner là cet schéma, les égos. Ego personnel, le petit moi, ego spirituel, le grand moi. Mais qui sommes-nous? Qui décidons-nous d'être? On peut être ça aussi. Hein. Il y a des gens qui se regardent dans la glace en disant « ça c'est moi ». J'aime bien la plume de Vergely de temps en temps quand il dit « Les êtres humains font des atrocités parce qu'ils vivent dans la honte, dans la culpabilité et dans la tristesse. Ils vivent dans l'ignorance. Parce qu'ils n'ont rien compris à l'existence, il faut absolument que l'on sorte de l'ignorance. » Pour lui, l'ignorance, et surtout l'ignorance ontologique, l'ignorance de où on vient et où on va, de pourquoi on est là, cette ignorance-là est la cause de toutes les tristesses, de toutes les guerres, de toutes les morts et de toutes les souffrances. D'où l'importance
de l'éducation. Mais d'une éducation pas seulement matérialiste qui nous apprend à gagner notre vie, mais d'une éducation philosophique. Et pourquoi pas d'une éducation initiatique? Dans le sens qui nous permet de passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Pas seulement multiplier les connaissances horizontales, mais passer à un autre niveau de conscience. Et puis une autre phrase qui résume aussi ce que je viens de dire, quand Vergely toujours dit « Il faut à tout prix que l'on apprenne à vivre selon la nature. Selon la nature, devenir semblable à la nature, c'est-à-dire à l'essence de la réalité. Nous sommes devenus, nous les modernes, des êtres hors sol. On est déconnecté de la réalité, de la nature, on l'exploite, on la détruit, on en fait ce qu'on veut, on est déconnecté de ses réalités, de ses nécessités, de sa destinée à elle-même, mais on est aussi déconnecté du monde des idées. On est déconnecté à l'intelligence, de l'amour et des lois. On fait notre petit truc entre nous, quoi. Et on oublie que nous faisons partie d'un univers et que par conséquent nous avons notre part à faire à l'intérieur de cet univers. Ma conclusion, puisque le thème de la conférence, c'était quoi déjà? La place de la spiritualité dans l'engagement citoyen. Vous avez compris, dès le moment où vous avez une vie spirituelle, inévitablement, vous avez un engagement citoyen. Si vous n'avez pas d'engagement citoyen, posez-vous la question de votre vie spirituelle. Parce qu'on peut se faire croire d'avoir une vie spirituelle. Et en réalité, c'est une farce. On se fait croire. Mais dès le moment où on a une vie intérieure intense, où on réfléchit, où on se questionne, où on va au fond des choses, à ce moment-là, on découvre des choses merveilleuses qui font partie de notre propre intériorité, mais qui sont en même temps partie de l'univers. Par conséquent, le simple fait d'avoir une vie spirituelle, au sens où nous venons de l'entendre, est un engagement social au service de l'humanité, au service des autres. Je termine avec une dernière phrase, pour vous embêter, juste pour que vous alliez dormir avec un petit souci. C'est Damien Le Goy qui dit « Est spirituel ce qui me sort de ma quiétude, de ma paresse et me met en mouvement, un mouvement d'ouverture au monde et aux autres. Est spirituel ce qui me sort de ma quiétude, de ma paresse et me met en mouvement, un mouvement d'ouverture au monde et aux autres. » Voilà. L'idée étant que j'ai voulu vous apporter une approche philosophique, pas religieuse, pas scientifique, à dessein philosophique, puisque le terme philosophie vient de l'amour de la sagesse, philosophia. Et la sagesse, ben c'est un peu tout ça, c'est penser, vivre, agir correctement, gentiment, normalement, sans porter préjudice, déjà à soi-même, mais sans nuire aux autres, sans nuire à la nature, sans nuire à la vie. Je vous remercie pour votre écoute.